Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieuse. Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieuse. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieuse. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieuse. Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Je suis camarade Amila, chargé de la pédagogie du Collège Notre-Dame de la Paix de la Riviera Palmera. Cet établissement a ouvert ses portes le 22 septembre 2014 pour la première fois. Il est la continuité de l'école maternelle et de l'école primaire ouverte par la congrégation Notre-Dame de la Paix dans sa logique de former et de bien former, de bien éduquer les jeunes filles de ce pays et les jeunes garçons de ce pays. Ma présence ici s'explique de manière fort simple. J'ai été d'abord professeur de mathématiques et de physique au Collège Notre-Dame du Plateau, où j'ai exercé pendant une trentaine d'années. Je suis à la retraite et donc il m'a été demandé de faire tout juste ces premiers pas. Et je suis là pour apporter modestement ce que j'ai accumulé comme expérience pendant ces années de fonction. Pour rappel, j'ai servi à Kachula, à Amman, à Dabou, à Manoumanoutri, au Collège Notre-Dame du Plateau. Alors, il apparaît évident que l'idée de la congrégation, c'est d'apporter une formation intégrale aux enfants. Et mon rôle est d'imaginer tout ce qui peut aider cette jeunesse qui nous est confiée à prendre conscience d'abord de ce que la première chose à faire, c'est de se former. Et par se former, nous entendons acquérir l'instruction, acquérir la culture, acquérir la morale et acquérir l'éthique. Voici donc les quatre grands axes que nous entendons promouvoir auprès des enfants qui nous sont confiés. À cet effet, l'emploi du temps comporte une heure d'informatique par semaine,
1 heure de bibliothèque par semaine, 1 heure de formation, 1 heure religieuse par semaine. Tout cela contribue à apporter à l'enfant non seulement l'innovation technique et technologique à travers l'informatique, mais aussi savoir que la science s'applique à des êtres humains. Il faut humaniser la science. Donc à travers les heures de bibliothèque et les heures de formation humaine religieuse, nous entendons apprendre à nos enfants à être des scientifiques. Autre innovation, ce sont les activités artistiques. Cette année, nous avons choisi 3 activités qui sont la couture pour les filles et les garçons, la musique et puis la danse. Alors, la couture, à la fois pour les garçons et les filles, parce que c'est une activité qui leur permet d'apprendre à être patient, qui leur permet aussi d'apprendre à se concentrer. Pour ces adolescents qui souvent sont dissipés, il est important de leur proposer des activités au cours desquelles leur attention sera captée pendant un certain temps. Et c'est le cas de la couture. Donc, les filles et les garçons pratiquent la couture parce que cela va leur apprendre à être patient et va leur apprendre à être concentré. Pourquoi la couture? D'abord le solfège, qui est en fait l'alphabet de la musique. L'enfant qui sait lire et écrire la musique, il est bien préparé pour jouer d'un instrument. Parce que nous ne voulons pas que ces enfants jouent à la musique de façon désordonnée, en puisant uniquement dans leur talent naturel, mais nous voulons rendre scientifique ces talents naturels. Parce que quand ils écouteront de la musique, ils sauront quels sont les instruments qui interviennent et qu'est-ce qui se joue. C'est-à-dire, ils entreront dans l'harmonie pour la disséquer et comprendre. Et c'est ça. Et cela va aider aussi à développer leur mémoire. La musique a pour objectif non seulement de développer leur mémoire, mais aussi de leur apprendre ce que c'est que le beau. Il ne faut pas faire de la musique comme moi j'appelle des calebassiers, mais faire de la musique où il y a de l'harmonie, où cette harmonie apaise l'esprit et le cœur. Et pourquoi la danse? Pour leur apprendre à maîtriser leur propre corps. Il ne s'agit pas de danser de façon, je dirais, de façon toute naturelle. Et par là, je veux dire par instinct. Il ne s'agit pas de danser par instinct. Il s'agit de commander son corps, concevoir une image dans la tête, concevoir une passe dans la tête et pouvoir l'exécuter. Donc c'est l'esprit qui commande au corps. Donc ces enfants-là, s'ils apprennent à danser, parce qu'il y a aussi une dimension culturelle, le premier cours de danse a porté sur la Dios, qui est une danse de réjouissance en pays baoulé. Donc il faut que ces enfants découvrent aussi les richesses de notre terroir. Donc il y a au programme la Dios, la Boudin, le Likiné, etc. Et ensuite il y aura une deuxième phase avec les danses classiques, avec le cubain par exemple. Donc nous essayons non seulement d'enraciner les enfants dans notre terroir, mais en même temps de leur permettre de projeter leur esprit vers l'extérieur. Mais pour bien aller vers l'extérieur, il faut d'abord connaître chez soi. D'où cette pensée du grand philosophe, connaître toi-même. Et c'est ce que nous voulons enseigner à nos enfants. Donc à travers la couture, la musique et la danse, qui sont des activités qui ont lieu 2 fois pendant 2 heures chaque semaine, nous pensons qu'en fin d'année, nos enfants auront acquis une certaine maturité, auront acquis une certaine maîtrise de l'œuvre. Et l'année prochaine, nous allons leur proposer le modélage. Nous allons changer d'activité pour leur permettre de s'ouvrir davantage sur le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que beaucoup de nos enfants s'ennuient parce qu'ils n'ont pas d'activité. Ils ont tout juste la télévision et puis Internet. Or, avec ce que le projet éducatif et pédagogique que nous avons ici, nous pensons que nos enfants seront complets. C'est-à-dire qu'un enfant sorti d'ici sera capable de décider de visiter un musée, de visiter une galerie d'art, de prendre part à un concert. Voilà, c'est ça.
donner la possibilité à ces enfants de s'ouvrir au maximum possible, de façon à ne pas s'ennuyer, parce que, comme on le dit si bien, l'ennui est la mère de tous les vices. Donc si l'enfant a 4 ou 5 activités artistiques qu'il maîtrise d'une certaine manière, il aura une vie pleine et il aura aussi une vie professionnelle pleine. Parce que je prends un médecin, le médecin qui après l'hôpital ne sait rien faire d'autre, quand il rentre chez lui, il s'ennuie. Or, s'il sait dessiner, ça lui permet de se relaxer. S'il sait jouer d'un instrument, après l'hôpital, il prend son instrument, il joue, et cela peut l'aider à s'épanouir davantage. Donc voilà l'objectif que nous visons dans cette école. Promouvoir non seulement l'enseignement académique, mais promouvoir aussi et surtout les arts pour que nos élèves soient des élèves complets et qui pourront s'intégrer dans la société facilement. Ok. Nous n'avons pas voulu tout de suite tomber dans le gigantisme. Nous avons tout juste ouvert une classe de 6e avec 35 élèves. C'est un tout petit noyau qui va nous permettre de bien comprendre comment notre école doit fonctionner de façon à ce que l'année prochaine, nous puissions ouvrir à davantage d'élèves. Donc l'année prochaine, nous ouvrons la 5e et puis nous aurons 3 ou 4 classes de 6e. Donc cette année est une année expérimentale. Donc nous jaugeons les élèves pour voir comment asseoir véritablement notre projet éducatif. Donc ce petit noyau mobilise quand même un certain nombre de personnes. Il y a une secrétaire qui se charge de la saisie et de l'impression de tous les devoirs et qui assure aussi la correspondance de la direction. Alors nous avons un technicien de surface qui s'occupe de la propriété des locaux. Nous avons un professeur de mathématiques, un professeur de physique-chimie, un professeur de SVT, un professeur d'histoire-géographie, DBHEC et de formation humaine et religieuse. Donc nous avons au total 8 enseignants pour démarrer cette année. Alors, en plus de cela, nous avons une surveillante générale qui est chargée de toutes les questions disciplinaires et de l'organisation concrète de la vie des élèves au sein de l'établissement. Elle est secondée par une religieuse, une aspirante, une jeune fille qui désire devenir religieuse, et certainement elle sera ordonnée au mois d'avril prochain. Donc nous avons la surveillante générale et une surveillante. En plus de cela, il faut noter ceux qui interviennent dans les activités artistiques. Alors, nous avons un professeur de danse qui nous arrive de l'INSAC, il est en 2e année de master. Nous avons également un professeur de musique qui nous arrive de l'INSAC, qui est en instance de également un professeur de musique qui nous arrive de l'INSAC, qui est en instance de soutenir son master. Il soutient certainement la semaine prochaine. Et puis, il y a la sœur surveillante qui s'occupe du cours de couture. Donc voilà rapidement les collaborateurs avec lesquels nous travaillons. Alors bientôt nous aurons un aumônier, puisque nous sommes une école catholique. Nous avons eu la messe de rentrée il y a tout juste 2 semaines et nous avons sollicité le prêtre qui a célébré la messe afin qu'il devienne l'aumônier de l'établissement. Alors ça, tout en passant, ce prêtre est un de mes anciens élèves que j'ai enseigné au moyen séminaire de Togo. Alors en termes d'attente, nous souhaitons que les enfants qui nous sont confiés sortent d'ici en étant des adolescents matures, des adolescents qui auront compris que c'est le travail qui paye, qui auront compris qu'une société, c'est d'abord un ensemble de règles. Parce que dans une société, il y a des règles qu'il faut respecter pour que la société demeure en cohésion. Donc, si ils n'ont pas appris cela dès l'école, ça pose problème par la suite. Donc, nous voulons que ces enfants-là, et qui nous sont confiés, au sortir d'ici, ils trouvent leur chemin dans la vie. Parce que c'est une chose que d'avoir le diplôme,
mais c'est une autre que de trouver un emploi. Donc il s'agit ici de leur donner le développement personnel, leurs talents qui leur sont propres. Un élève peut être moyen en classe, mais très bon en peinture par exemple. Et grâce aux activités artistiques que nous avons instaurées, cet enfant peut trouver son chemin très tôt. Il poursuit ses études jusqu'au bac, mais en même temps il s'intéresse assidûment à la peinture. Et ce qui peut constituer pour lui une profession plus tard. Ça peut être la musique, ça peut être le modélage, ça peut être la sculpture. Voici pourquoi nous avons introduit cette activité artistique dans notre programme pédagogique. Donc ce que nous attendons fermement, c'est que nos élèves soient capables de se prendre en charge dans la société. Il faut qu'ils apprennent à se rendre utiles à la société. Parce que il ne faut pas seulement qu'ils se regardent comme des gens qui travaillent pour avoir l'argent. Il faut d'abord se demander qu'est-ce que je fais pour mon pays. Est-ce que les actes que je pose sont de nature à faire avancer mon pays? C'est-à-dire qu'au fond, il s'agit de développer très tôt leur conscience. La conscience de leur pays d'abord. Qu'ils prennent conscience de leur pays, de l'importance qu'ils ont dans ce pays. S'ils sont bien formés, ils pourront rendre des services à leur pays. Mais s'ils négligent leur formation, ils seront des fardeaux pour leur pays. Donc ils apprennent à aimer leur pays. Et c'est parce qu'ils aiment leur pays qu'ils aimeront la formation. Et c'est parce qu'ils aiment la formation qu'ils pourront qu'ils s'aiment eux-mêmes. Parce que celui qui ne s'aime pas, il ne peut pas bien se former. Et s'il ne s'est pas bien formé, il ne peut pas dire qu'il aime son pays, puisqu'il ne sera d'aucune utilité dans son pays. Donc voilà la logique. Réinstaurer dans la conscience de nos enfants l'importance de la patrie. Ils prennent conscience de leur patrie et de la culture qui sous-tend leur patrie. Sans cela, ils seront des feuilles volantes qui n'ont pas de racines. Et c'est le plus grand danger qu'ils ont. Et à l'endroit des parents qui jusque-là ont été réticents, qui n'ont pas pu inscrire leurs enfants, quels sont pour eux? Alors c'est vrai que nous avons été très sélectifs cette année. Et ça c'est à dessein. Parce que nous voulions un noyau avec des esprits disponibles, des esprits prêts à travailler. Bon, cette année ça a été dur, mais nous disons aux parents d'élèves que une fois l'expérience de cette année passée, nous pensons que nous ouvrirons davantage nos portes pour recevoir un peu. Il ne fallait pas commencer avec 10 classes de 6e, parce que nous aurions eu du mal à maîtriser la chose. Or, avec un noyau de 35 élèves, nous voyons quelles sont nos capacités, nous voyons comment nous pouvons tenir ces enfants, nous voyons comment nous pouvons les aider à s'épanouir. Il ne s'agit pas de les embrigader, non, mais il s'agit de leur permettre d'exprimer les talents qui dorment en eux. Donc cela demande beaucoup d'attention. Voici pourquoi les sœurs surveillantes et moi-même sommes constamment devant la salle de classe pour voir ce qui se passe. Et même quand un élève a été absent à un devoir, nous trouvons un créneau et nous prévenons les parents par écrit de dire que l'enfant rattrape son devoir ou son interrogation tel jour à telle heure. Donc ça montre que c'est une prise en charge particulière pour chaque enfant. Bon, nous avons eu 2 ou 3 élèves qui sont arrivés en retard et nous avons mis en place un système pour que chaque après-midi, ces élèves-là se mettent à jour. Donc on les aide à emprunter un cahier auprès d'un camarade de classe et pendant que les autres sont aux activités artistiques, eux sont en train de se mettre à jour pour que d'ici vendredi prochain, là, tout le monde soit au même niveau de compréhension, au même niveau de leçon, pour que les devoirs puissent se dérouler harmonieusement. Donc chaque élève ici est un cas qui est pris en charge en fonction de ses problèmes, en fonction de ce qu'il vit et à la maison et à l'école. Que toutes les conditions sont réunies, sinon le monde s'arrêterait. Alors chaque jour, le fait que nous soyons une petite communauté, chaque jour apporte son lot de problèmes. Mais le tout, c'est la ressource humaine. Si la ressource humaine est bien préparée et est prête dans la tête à affronter tous les défis, alors seulement le bateau arrivera à bon port.
Mais quand on s'arrête, on fait croire qu'on est arrivé à destination et qu'il n'y aura plus de problème, c'est là où tout se gâte. Donc voici pourquoi nous sommes très attentifs chaque jour que Dieu fait, essayant de comprendre quelles sont les difficultés du moment, de façon à y trouver immédiatement des solutions. On n'imagine pas qu'un jour tout sera résolu. Non, non, non. Bien au contraire. L'essentiel, c'est d'avoir et l'intelligence, et l'énergie, et la disponibilité pour capter les problèmes au moment où ils arrivent, ou alors parfois on peut faire, comment dire ça, de l'anticipation. On peut sentir venir le problème et puis concevoir les solutions avant que le problème ne se pose. C'est aussi ça. Voilà pourquoi nous sommes très attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Le remède majeur lorsqu'on est dans une telle situation. Et je crois que j'ai ici une équipe qui travaille dans ce sens-là, le sens de l'anticipation, et nous gageons que dans quelques années, nos enfants pourront, aux différents examens, ils ont reçu l'éducation qu'il faut, ils ont reçu les connaissances qu'il faut, ils ont reçu aussi la préparation qu'il faut pour affronter les défis de la vie. Et nous avons déjà procédé aux premières évaluations qui donnent satisfaction, mais il ne faut pas non plus s'arrêter là. Les premières évaluations portent sur les toutes premières leçons, qui sont généralement des leçons assez simples. Bon, au-delà de ces bons résultats, il faut continuer de motiver les élèves, leur dire que ce qui arrive sera de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Donc c'est à eux d'être prêts dans la tête, de se dire, bon, nous avons démarré, les choses se passent bien, mais pour que cela continue de bien se passer, il faut continuer de travailler assidûment, à travailler au jour le jour. Il n'y a pas de jour où on se dit, non, je ne travaille pas. Il faut apprendre les leçons au jour le jour, et c'est le message que nous n'avons de cesse de leur communiquer. Secret, simplement, je suis un homme simple. Bon, je crois que c'est ce qui ressort. Souvent, quand on parle de Canara Nangala, on dit, bon, c'est un homme simple. Oui, j'ai appris à me simplifier la vie et à simplifier mes rapports aussi avec les gens. Parce que le plus difficile en toute chose, c'est d'être simple. Bon, tout le monde dit, ça a été une escale de 2 ans. Ici, je suis là pour maximum 3-4 ans, parce qu'il faut faire la place aux jeunes. Il ne faut pas faire comme certains politiciens qui s'enquistent au pouvoir. Donc il faut savoir partir. Et moi, mon rôle ici, quand on m'a fait appel, c'était juste pour permettre à l'école de prendre son envol. Et avec la congrégation, j'ai convenu que en 3-4 ans, ce sera chose faite et qu'une jeune religieuse sera formée pour assurer la relève. Et je crois que ça, c'est dans l'ordre des choses. Donc en fait, de secret, il n'y en a pas. Simplement, je me mets au service de personnes en qui j'ai une certaine confiance. À partir du moment où je crois que je peux me rendre utile, je n'hésite pas. Et ça a été le cas de Toumoudi. Quand on est venu me chercher, je n'ai pas cherché à comprendre, je n'ai pas demandé de choses extraordinaires. Je me suis dit que Toumoudi fait partie de la Côte d'Ivoire. Besoin de moi là-bas, et j'y suis allé pendant 2 ans. Et quand les sœurs de la congrégation de Notre-Dame de la Paix me fait appel, je n'ai pas du tout hésité, parce que c'est encore les enfants de ce pays dont il s'agit de formater en quelque sorte l'intelligence et la conscience. Et pour moi, c'est un challenge comme tout autre. Et comme je crois en la vertu de l'éducation, un peuple, un pays pour s'en sortir doit d'abord éduquer ses citoyens. Éduquer au sens anglo-saxon du terme, et j'entends par là donner l'instruction, donner la culture, donner la morale et donner l'éthique. Un pays qui arrive à éduquer son peuple de cette façon-là est un pays qui a appelé à grandir très rapidement. Mais quand on est dans un pays où les gens sont de simples diplômés, qui n'ont aucune culture, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune éthique, mais ça donne les chaos que nous connaissons aujourd'hui. Quand dans un pays, 80% des individus sont analphabètes, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas arriver bien loin. Donc, je crois véritablement à la vertu de l'éducation. C'est pourquoi
chaque fois qu'on m'appelle quelque part, je n'hésite pas du tout parce que j'ai envie de me rendre utile à mon pays. Donc si ce qu'il doit y avoir, c'est ça mon seul secret. La volonté affichée, incarnée et têtue de me rendre utile à mon pays sans tambour ni trompette. Votre mot de fin. Simplement demander aux adolescents qui sont avec nous là, cette année, les 35, qu'ils comprennent qu'ils sont des commandos. Ils sont venus chercher l'éducation. À leurs parents, qu'ils les soutiennent dans leurs efforts. C'est vrai que quelques parents se sont inquiétés de cette rigueur qu'il y a ici, parce qu'ils regardent leurs enfants comme des œufs, et par moments, pourtant ils ont bien voulu les mettre ici à cause de la rigueur. Mais par moments, on sent des grincements dedans parce qu'ils trouvent que c'est un peu rigide. Mais nous nous sommes adaptés aux enfants qui nous ont été confiés. Si les enfants avaient déjà un comportement correct, nous n'aurions pas eu besoin de serrer la vis. Mais c'est parce que nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de laisser-aller que nous avons été obligés de durcir un peu nos positions. Mais ce n'est pas un durcissement bête et méchant, c'est un durcissement réfléchi, intelligible, qui fait que nous savons à quel moment il faut serrer la vis et à quel moment il faut relâcher. Une activité artistique qui aide les enfants après les moments d'intense travail, ça va leur permettre de se décontracter, voilà, d'exploser, voilà, de se libérer. Voilà. Donc, que les parents nous fassent confiance et au bout du compte, ils ne regretteront pas d'avoir envoyé ici leurs enfants. Ben, je suis logique envers moi-même. Ayant introduit des activités artistiques dans le programme pédagogique, il était bon quand même de présenter des arts, de préparer le décor. Donc, je suis moi un fou d'art. On connaît Kamara Dangala parce qu'il est écrivain, mais au-delà de l'écriture, je m'intéresse à la sculpture, à la peinture, à la musique. Donc, partout où je passe, je traîne avec moi des objets d'art. Et cela va permettre à vos élèves de s'imprégner de l'art très vite. D'ailleurs, au moment des inscriptions, chaque fois que les enfants entraient dans mon bureau, ils étaient tout de suite impressionnés par les objets d'art. Et ils passaient tout le temps à regarder à gauche, à droite. Donc ça veut dire quelque part, ça touche. Donc pour moi, il s'agit de créer un univers. Et chacun de nous doit créer son environnement. Il ne faut pas venir entre quatre murs et puis regarder les quatre murs comme ça. Non, il faut apporter du beau. Et ce beau rend le séjour dans cette pièce-là agréable. On a envie, me semble-t-il, d'y rester aussi longtemps que possible. Donc c'est cela. Ça ne répond à rien d'autre que de créer un cadre au sein duquel les gens se sentent bien, les gens se sentent à l'aise. Donc cela participe de l'initiation tout de suite des élèves qui nous sont confiés. Alors ils apprennent à déchiffrer un tableau, ils apprennent à admirer une sculpture, et puis de temps en temps, il y en a qui me posent des questions, je leur explique ce que c'est que le Kalao. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle la connaissance extramuros. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément la connaissance livresque. Ça fait partie de la culture. Et l'enfant qui est curieux, il posera des questions sur chacun des objets qu'il y a là. Et ça lui donnera l'occasion de s'ouvrir davantage. Ici, nous avons un masque boué. Alors, qui m'a été offert lors d'un de mes passages dans la région du Uruguay, voilà, par des amis. Je m'y étais rendu pour prononcer une conférence, et il y a de cela une vingtaine d'années, et puis bon, je l'ai conservé. Et chaque fois que je suis ici, nous avons la Vierge Marie et le Christ. C'est un cadeau qui m'a été fait par ma petite sœur Françoise. Alors, cette sculpture date d'il y a 18 ans, voilà, lors d'un voyage à Grand Bassin. Ma petite sœur Françoise a suivi mon regard, elle a vu que je contemplais cette sculpture et puis bon, elle me l'a offerte. Voilà, la Vierge Marie et le Christ.
ici, nous avons une Kora d'un genre très particulier. C'était un cadeau qui m'a été fait à San Pedro lorsque j'y suis allé pour prononcer une conférence pour la direction régionale de la culture. Donc, vous voyez que cette Kora est en même temps une lampe. Et là, on voit la tige que nos mamans utilisent pour fabriquer, pour préparer le cavato, a été utilisée ici. Donc, vous voyez, là, se sert de presque tout. Donc, voilà, c'est une lampe de chevet. Quand je l'ai à la maison, je l'utilise pour lire au lit. Alors ici, nous avons une sculpture qui vient de la région de Niakara. Alors c'est l'Atlas africain. Alors cet homme, il porte le globe terrestre et on voit l'expression de son visage. Et ça me fait penser à ce proverbe malinqué qui dit que celui qui n'est pas encore mort, et là encore toute cette charge sur la tête. Donc voilà, c'est l'image qui me vient chaque fois que je vois cet homme. Et on voit là toutes ces côtes saillantes. Et il est déterminé avec sa charge. C'est ainsi que chacun de nous devrait voir son rôle dans la société. Et puis, à côté, nous avons le Kalao. Le Kalao, c'est l'oiseau mythique du peuple Sonofo. Quand vous arrivez à Korogo, vous voyez les Kalaos sculptés partout. Pour rappel, le peuple Sonofo a 5 animaux mythiques, dont le plus fameux c'est le Kalao. Alors, il y a le crocodile, la tortue, le caméléon, ensuite le Kalao. Bon, le Kalao, c'est vraiment l'animal mythique du peuple Sonofo. Parce que le Kalao a ceci de particulier, la femelle pour pondre ses œufs creuse le tronc d'un arbre, il dépose ses œufs et s'en va. Elle referme, elle referme avant de partir. Et lorsque les œufs éclosent, ce sont les oisillons eux-mêmes avec leur bec qui percent le tronc de l'arbre et s'envolent. Donc pour le peuple Sonofo, c'est un oiseau tellement mystérieux, animal mythique. Et ce n'est pas le peuple Sonofo n'est pas le seul. Le peuple Bété, le Gagnois, à travers l'oiseau qui s'appelle Zakwato, la légende dit que c'est lui, l'oiseau fondateur du peuple Bété de Gagnois. Vous avez aussi chez les Goro, là, nous avons les Zaouli. Alors, le Zaouli est typique du pays du Goro. Vous avez ici le serpent, qui est l'animal qui est à l'origine du mal. Et puis vous avez là l'oiseau. Vous voyez, il maîtrise le serpent avec ses serres et de son bec, il introduit la sagesse dans l'esprit de l'homme. C'est-à-dire l'oiseau va chercher la sagesse chez Dieu et vient l'inoculer dans le cerveau de l'homme. Donc vous voyez que le mythe de l'oiseau se retrouve dans chez quasiment tous les peuples de Côte d'Ivoire. Et c'est ça qu'il faut expliquer à nos enfants. Leur faire comprendre que finalement, dans ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, nous avons plus de raisons de vivre ensemble que de nous séparer ou de nous quereller. La culture elle-même, elle nous unit déjà. Les symboles sont communs à beaucoup de peuples. Donc voilà l'essence même de mon message. Faire comprendre à notre jeunesse, aux enfants qui nous sont confiés, qu'ils ont une richesse méconnue. Cela me fait penser à cette parabole dans les Saintes Écritures de celui qui est assis sur la margelle du puits, qui meurt de soif, alors qu'il ne sait pas qu'il y a de l'eau sous ses pieds. Donc c'est pareil pour nous, mais surtout pour nos enfants, qui ne savent pas que tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, au plan de la musique, au plan artistique, est puisé pour l'essentiel sur le continent africain. Mais nous ne savons pas. Alors nous négligeons, nous néantisons, nous n'avons pas conscience des richesses qui sont les nôtres. Donc c'est à l'école qu'on peut aider nos enfants à prendre conscience de cette richesse incommensurable qui est sur le continent africain. Cela commence ici.
Et si on les commence tôt, à 10, 11 ans, on ne sera pas étonné d'avoir des adultes férus de culture de leur propre pays, férus de culture du continent africain.